Ma mère, ma pauvre mère qui est décédée, que j'aimais beaucoup, m'avait dit après, écoute, l'amour, c'est terminé. J'ai dit, mais tu sais l'âge que j'ai? Qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est jamais terminé. Rien n'est jamais terminé. Parce que la vie, c'est une succession de renaissances. On renaît après une maladie, après un échec, après un divorce, après, que sais-je, après une trahison. C'est pas parce que vous êtes trahi par un ami que vous ne voulez plus avoir d'amis. Exactement. C'est pas parce que vous échouez dans une histoire d'amour qu'elle se termine que ça doit être terminé. Rien n'est jamais terminé. C'est vous qui décidez si c'est terminé ou pas. Parfois, la retraite, il y a beaucoup de gens qui étaient actifs et c'est la mort pour eux. Parce qu'ils ont décidé de ne pas renaître. On renaît jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière limite. Jusqu'à la dernière seconde. La question, c'est vraiment important, mais pas simplement pour un couple, pour tout. Tout ce qu'on croit fragile dure. Un vase qui vous a été donné par la vieille voisine, dont vous n'avez rien à faire. Il peut casser à tout instant. Tout ce qui est fragile dure. Parce qu'on y prend attention. Moi, je pense que le plus ancien souvenir que j'ai, c'est quand avec ma mère et mes deux frères, on était très jeunes, puisque mon frère aîné avait 7 ans, moi j'en avais 4, et mon plus jeune frère devait en avoir 1. On est arrivé, je crois en pleine nuit, chez mon grand-père. Avec ma mère. Et je n'ai jamais su ce qui s'était passé exactement, mais je me souviens qu'on est arrivé en pleine nuit ensemble. Et on devait y rester peu de temps, puis on est resté tout le temps. Parce qu'on s'est installé, on a vécu à ce moment-là chez mon grand-père. À l'époque, j'étais vraiment le seul enfant d'une famille divorcée. Le seul. Et c'était vraiment très difficile pour ma mère, parce qu'à l'époque, être une femme divorcée avec des enfants, on était vraiment socialement mis de côté, quoi. Ah, je le sentais pour ma mère, oui. Je le sentais pour ma mère. C'était vraiment étrange d'être enfant d'une famille divorcée. Maintenant, il y a une famille sur 2 en Île-de-France qui a divorcé. Je dis pas que c'est bien, mais c'est devenu quelque chose de banal, peut-être d'ailleurs trop banal. C'était vraiment étrange d'être enfant d'une famille divorcée. Quand j'en ai souffert à l'époque, je suis pas sûr, parce que mon père n'était pas facile, et au fond, j'ai vécu avec mes frères, mon grand-père, ma mère. J'étais plus tranquille comme ça. Et pendant des années, il n'y a pas eu de relation. C'était assez tendu entre nous. Vraiment, j'ai même eu un conflit juridique avec lui. Parce que quand vous avez dit que ma mère était avocat, non, quand elle a divorcé, elle n'avait rien. Elle a travaillé toute sa vie. J'étais pas très content contre mon père pendant un nombre d'années, parce que je trouvais qu'il aidait pas assez ma mère. Vous savez, c'est comme l'amour. Ce qui compte, c'est pas pourquoi on a de l'ambition. Ce qui compte, c'est de l'avoir. Et quand on aime quelqu'un, ce qui compte, c'est pas pourquoi vous l'aimez. C'est que vous l'aimez. Et donc, moi, j'ai toujours eu en moi cette ambition depuis très jeune. Et je pense que le plus important, j'avais tellement peur de m'ennuyer. Il se trouve que j'ai divorcé en octobre. Et j'ai subi ce divorce. Bon. Et que j'ai rencontré Carla le 13 novembre, que j'avais jamais vu Carla avant. Jamais. Et 2 mois et demi après, on était mariés. Oh là là, incroyable. Je suis un type qui prend des décisions. Et vous a changé? Elle a changé quelque chose en vous? Il y a eu un... Bien sûr, comme toute personne qui tombe amoureux, bien sûr, il y a une interaction, et elle est arrivée dans cet univers qu'elle connaissait pas du tout. Elle a été une première dame fantastique. Faut comprendre, vous savez, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui saisissent les opportunités, et il y a ceux qui réfléchissent à l'opportunité. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais il y a la chance, etc. Non, la chance, c'est d'être tourné vers l'opportunité, professionnelle ou personnelle, la saisir. Moi, je regarde pas les réseaux, je regarde pas la télévision, je suis vraiment... j'ai trop été un acteur de tout ça pour le regarder. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire. J'aime pas regarder. Tant que vous passez à regarder, c'est le temps que vous passez pas à faire. Et donc, moi, je viens du bas, je connaissais personne. Dans l'immeuble où on vivait, personne nous connaissait.
Je suis né sur une petite rivière, avec une petite canne à pêche. Il y avait des petits poissons, et moi je rêvais de pêcher le requin blanc. Après, pourquoi? Il y a 1000 raisons. Peut-être mon père, après, je pourrais moi-même l'expliquer de 20 manières différentes, chaque fois aussi sincères. Vous savez, un jour j'étais ministre de l'Intérieur et je décore le cercueil, mais je vois la veuve avec un enfant de 5 ou 6 ans, peut-être 6 ans, à côté. Je vais vers la veuve et je lui dis, vous permettez, madame? Et je dis au petit, tu veux venir avec moi décorer ton père? Oui. Donc je le prends par la main, je l'emmène devant le cercueil. Je remets la Légion d'honneur. Sonnerie aux morts. Le petit à côté de moi me donne la main. Il me tire par la manche. Je me penche pour savoir ce qu'il a à me dire. Il me dit, fais sortir papa de la boîte. Voilà. C'est ça la vie. Ouais. Et vous pouvez pas, je l'ai pas oublié. C'est comme si c'était d'hier. Et je lui ai dit, écoute, ton père te regarde et il sera fier de toi. Mais on peut pas être insensible à ça. C'est impossible. Bien sûr. Cet individu, Human Bond, est venu avec 21 bâtons de dynamite. Et il avait une dizaine sur lui. Il avait piégé toute la classe. Il y avait 25 enfants. C'est ça le contexte. Pas simplement Human Bond qui... Le contexte, c'était ça. Les négociations étaient bloquées et le chef du raid de l'époque, qui s'appelait Louis Bayon, vient me voir, j'étais sur place bien sûr, et me dit, on va tenter quelque chose. Vous allez rentrer dans la classe pour négocier avec lui. Mais je lui dis, vous croyez? Et je lui demande, mais qu'est-ce que je lui dis? Non, vous verrez. Et bien sûr, je ne pouvais pas dire non. Et il me demande, est-ce que vous voulez un gilet pare-balles? Je dis, ça sert à quelque chose? Rien, je suis rentré en costume, quoi. Mais moi, c'était pas la peur de ce monsieur, j'avais peur que mes jambes me portent pas, parce qu'il y avait une centaine de mètres à faire avant de rentrer dans la classe, et j'avais peur que les jambes refusent d'avancer, oui. C'est une longue histoire, et puis c'est une histoire passée. Je me suis trouvé là, à ce moment-là, il a fallu le faire. Et j'ai pu sortir un enfant, puis 2 enfants, puis 3 enfants. Ça a été très, très tendu avec lui. Très tendu. Et extrêmement tendu. Il y a des moments où vraiment, moi j'étais assez énervé. Et lui avait une cagoule en plastique qui masquait toute la figure. C'était un grand type, il avait une combinaison grise et il me collait contre le mur avec la dynamite derrière. Et franchement, c'était pas extrêmement agréable. Ça se finit parce qu'au bout de 48 heures, il restait 5 enfants. Et j'ai proposé de me livrer en otage. Et il m'a dit, c'était beaucoup plus tendu que ça, mais il m'a dit 4 enfants et je garde un enfant et vous. Il dit non. 5 ou rien. 5 contre moi. Il a refusé. Et donc à ce moment-là, j'ai appelé le Premier ministre, Édouard Balladur, et le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. J'ai dit, c'est bloqué, maintenant il faut qu'on intervienne. Parce que là, ça tourne très très mal. Ce que j'interdis, je l'interdis vraiment. Pour moi, qu'ils aient de mauvaises notes à l'école, franchement, j'ai pas été un très bon élève, c'est pas un problème. Mais qu'ils lisent pas, c'est un problème énorme. Pour moi, ils doivent lire. Tous mes enfants lisent beaucoup. Qu'ils fassent pas de sport, c'est un problème immense. Qu'ils soient pas gentils, c'est un problème immense. Quand il y a du moment où on est gentil, on fait du sport et on lit, le contrat est largement rempli. Quand on apprend à 20h, quand on regarde la télévision, que le sondage sorti des urnes vous donne vainqueur, et 3 minutes après, c'est George W. Bush qui m'appelle. Et je l'avais rencontré 1 an avant, il m'avait reçu à la Maison-Blanche, qui était inouï, parce que théoriquement, les présidents des États-Unis n'ont pas le droit de rencontrer des ministres. Ils ne rencontrent que des présidents. Moi, j'étais ministre de l'Intérieur. J'étais à New York et je reçois un coup de téléphone du secrétaire général de la Maison-Blanche qui me dit « J'aimerais prendre un café avec vous. »
Je dis, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi? J'arrive au rez-de-chaussée de la Maison-Blanche, là où il y a le secrétaire général. Je ne connaissais pas. Et au bout de 5 minutes, dans le bureau du secrétaire général, la porte s'ouvre et le président des États-Unis est dans l'embrasure de la porte. Il ouvre la porte et il me dit « You are a special guy ». J'étais vraiment étonné, c'était, je crois, en 2006. Et donc, j'ai passé 3/4 d'heure avec lui dans le bureau du secrétaire général, le président des États-Unis qui descend d'un étage. Premier jour de mon installation à l'Élysée, je pars dîner avec Angela Merkel à Berlin. Je reviens, il doit être 2h, 2h30 du matin. Sur le siège arrière gauche de ma voiture, tous les magazines, français, internationaux. Il n'y avait que moi en couverture. Et quand je traversais Paris en pleine nuit derrière les motards, pour entrer à l'Élysée, j'étais sur tous les panneaux, les affiches. J'en ai eu comme une nausée. C'était trop. J'ai pas lu un seul des magazines. Faut se mettre dans une bulle et rester tranquille. J'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Je n'ai jamais fumé de ma vie et j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Voilà. Un journal belge qui a lancé cette rumeur que j'aurais été sous l'emprise de l'alcool. J'ai pris ça pour une plaisanterie belge. J'ai jamais bu de ma vie. Mais la conférence de presse avait lieu au 3e étage. J'avais 1 heure de retard. J'ai couru. J'étais essoufflé. Et ça n'a rien à voir avec Poutine. On a eu un premier entretien là. Poutine était très lié à Jacques Chirac. Et Jacques Chirac avait sans doute dit beaucoup de mal de moi à Poutine. Donc il se demandait s'il était pour ou si j'étais contre. Mais ça s'est très très bien passé. Non, c'est pas le média qui fait la parole, c'est la parole qui fait le média. Si on a quelque chose à dire, il faut venir. Si on n'a rien à dire, il faut se taire. Et donc, essayer d'être rare, c'est très important. Mais je pense que, vous voyez, moi, quand j'ai commencé dans la vie politique, j'ai mis 5 ans avant que Jean-Pierre Elkabbach, qui était la star de l'époque, m'invite le matin. 5 ans. Maintenant, vous avez une 20aine de rendez-vous tous les matins. Et c'est très difficile pour les radios, les télévisions, de trouver de quoi remplir toutes ces cases. À mon époque, quand j'ai commencé, il y avait trop d'invités possibles pour les cases. Maintenant, il y a trop de cases pour le nombre d'invités. C'est pas une question de nostalgie. Tous les matins, 20 rendez-vous politiques, ça fait... La vie, c'est la vie. Et pour moi, il n'y a pas une vie dans la politique et une vie en dehors. Il y a un continuum. J'étais heureux avant, j'étais heureux pendant, je suis heureux après. Mais c'est une question de tempérament, j'aime la vie. Et donc pour moi, j'ai toujours quitté les endroits où j'ai été heureux sans jamais regarder derrière. Et j'étais très heureux au ministère de l'Intérieur. Je suis parti, je n'ai plus jamais pensé. J'étais heureux au ministère des Finances, je suis parti, j'ai plus pensé. Et la réaction, par exemple, du président Giscard d'Estaing, que j'admirais, qui a jamais voulu remettre les pieds à l'Élysée, une réaction incompréhensible pour moi. J'étais pas chez moi. J'étais de passage. Et en juillet 2017, quand le président Macron a été élu, il m'a appelé. Est-ce que ça vous gêne de venir dîner avec nous à l'Élysée? Pourquoi ça me gênerait? J'ai pas de problème. J'ai fait toute ma vie pour devenir président de la République. Ça m'aurait manqué de pas l'être. Quand je me suis réveillé le lendemain de ma défaite en 2012, Carla était très inquiète. Tu vas pas être déprimé. On va faire autre chose. Je vais faire une nouvelle vie. C'est galvanisant. Tout est... Mais tant que vous êtes l'âge n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être en bonne santé. Tout est galvanisant. La vie de président n'est pas moins galvanisante que la vôtre. C'est la vie qui est un miracle. Ça dure le temps d'un timbre-poste et on construit Notre-Dame de Paris. Enfin, je veux dire que ça peut être pathétique et admirable. Ça va très très vite. Ça va vite et en même temps vous faites comme si ça durait tout le temps. Et comme si vous alliez laisser une trace. Et donc la vie galvanisante, pas simplement d'être président.
Il y a un bel événement qui va se passer pendant votre quinquennat, l'arrivée de votre fille. Ça va être le plus beau moment, j'imagine, du quinquennat pour vous.